Ben, c'est marrant que tu parles de ça parce que déjà, je voulais dire que j'y suis rentrée par la petite porte dans ce comité de direction. Au départ, quand je suis arrivée dans la boîte, mon poste n'était pas, il n'avait pas de siège autour de la table, de la grande table des décideurs. Donc c'est moi qui l'ai un peu créé. Et après aussi ce que tu dis sur le côté abordable, moi je pense qu'il faut les deux dans la vie, c'est-à-dire qu'il faut un côté statutaire, rareté, etc., expertise qui permet de vendre, de mieux se vendre, d'obtenir des choses et tout ça. Et il faut en même temps travailler ce côté abordable pour pouvoir entrer en relation avec les gens, parce que la relation avec les autres, c'est ça qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs à travers le networking, à travers plein d'autres choses. Et du coup, ce diptyque-là, c'est intéressant et il faut savoir quand faire l'un et quand faire l'autre pour pas se planter, parce que tu peux pas être par exemple familier avec un dirigeant et ensuite hyper statutaire avec un stagiaire qui t'envoie un message sur LinkedIn. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales. Je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois cette semaine et on continue notre série d'épisodes bonus sur le développement des soft skills. Aujourd'hui, je reçois Flavie Prévost, ex-membre du CODIR de Sixt France et aujourd'hui entrepreneuse dans le Web3 et surtout productrice du podcast Le Board Entreprendre Ensemble. Avec Flavie, nous avons parlé d'influence et de politique d'entreprise ou comment utiliser les techniques du marketing et de la vente pour progresser dans sa propre carrière, pour la faire décoller to the moon, comme diraient nos amis de la crypto qui en ce moment sont plutôt to the bottom. Avant de démarrer cet épisode, je voudrais te parler d'une solution innovante que j'ai découverte pour générer des propositions commerciales très rapidement, complètement interactives, dynamiques et beaucoup plus encourageantes vis-à-vis de tes clients qu'un simple PDF. Comme toi, avant, je passais des heures à produire, corriger et envoyer des propositions au format PDF, à les envoyer en pièce jointe d'un email. Cela créait de la frustration de chaque côté, de la part du client qui attendait la dernière minute pour recevoir les informations voulues, de l'angoisse de mon côté car je ne savais jamais comment le support était reçu et perçu une fois le document envoyé. J'ai longtemps cherché un outil qui me permettrait de basculer d'un PDF sans vie en un espace collaboratif entre moi et mes clients, mais aussi entre moi et mes équipes. Aujourd'hui, tout cela est rendu possible grâce à Pan.app, un outil qui va te permettre d'organiser un storytelling poussé et personnalisé pour tes prospects avec des propositions au format web. Si cet outil t'intéresse, je te mets un lien dans le descriptif de l'épisode. Grâce à ce lien, tu auras de ma part 2 mois offerts sur ta licence annuelle. Si vous souhaitez soutenir ce podcast et m'encourager à partager avec vous ces passionnantes interviews, je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à laisser un avis écrit. Vous pouvez aussi venir débattre avec l'invité sur le post LinkedIn, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Partagez le podcast autour de vous sur vos réseaux sociaux favoris, parlez-en à vos amis, à vos collègues, à votre famille. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute. Bonjour Flavie. Bonjour Mathieu. Merci d'avoir accepté cette super interview. Je sais que ton temps est précieux. Comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, ça va super bien. Après une petite séance de sport où en fait physiquement je suis une moins que rien, mais mentalement je suis au top. Alors les invités doivent comprendre qu'on s'est mentalement rejoints. On a fait tous les deux une séance de body bar à des endroits différents du monde d'ailleurs, pas dans la même salle du tout. Mais je crois qu'on a le même statut physique maintenant, c'est-à-dire des épaules et des bras complètement détruits. C'est ça. Voilà, vous savez tout. Bon, on attaque. Flavie, écoute, je te laisse te présenter à ceux qui ne te connaissent pas, ce qui serait plutôt improbable parce que tu fais partie des figures de LinkedIn et tu as un super podcast aussi, tu pourras nous en parler. Mais je te laisse te présenter. Bah avec plaisir. Merci déjà pour la présentation, super sympa. Écoute, moi je suis un peu un ancien animal politique en entreprise parce que j'ai quand même travaillé avant de travailler au podcast en tant que freelance et de faire un peu de visibilité sur LinkedIn. J'ai travaillé pendant 13 ans dans la grande entreprise. Donc d'abord j'ai travaillé dans le secteur public, dans les musées, le musée du Louvre, musée de l'espace, ensuite à la Poste. Donc vraiment des grosses boîtes très très politique parce que pour le coup, ce côté service public en plus c'était un petit peu exigeant. Bon, j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis après, j'ai travaillé aussi chez Sixt en tant que membre de comité de direction et du coup, c'est ce dont on va parler aujourd'hui et ça m'importe, c'est
comment on travaille, sa carrière, son influence, son management et tout ça pour arriver à certains résultats dans une entreprise. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour mieux naviguer? Parce que c'est vrai que c'est compliqué de naviguer parfois en tant que salarié ou même en tant qu'entrepreneur. En fait, c'est un peu les mêmes mécanismes. Donc voilà, moi je suis un peu touche à tout, mais j'ai passé pas mal de temps en tant que salarié. Maintenant, je suis freelance et on va dire solopreneur puisque j'ai mon podcast Le Board, Entreprendre bien entouré, où je parle de comment on fait pour se lancer dans l'entrepreneuriat, comment on fait pour faire fructifier sa boîte, quand on est dirigeant, toutes ces choses-là. C'est incroyable parce qu'en fait, moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était sur un épisode des Héros de la Vente, je crois, Mhm. où tu avais enregistré et tu te présentais comme directrice commerciale France de chez Sixt, membre du COMEX. Et je m'étais dit, waouh, sacré nana, sacré calibre. Et puis après, bah, tu t'es construit un nouveau personnage un peu sur LinkedIn, un personnage plus abordable, plus simple peut-être que l'image que ça pouvait donner à tes tout débuts. Mm. Ben, c'est marrant que tu parles de ça parce que déjà, je voulais dire que j'y suis rentrée par la petite porte dans ce comité de direction. Au départ, quand je suis arrivée dans la boîte, mon poste n'était pas, il n'y avait pas de siège autour de la table, de la grande table des décideurs. Donc c'est moi qui l'ai un peu créé. Et après aussi ce que tu dis sur le côté abordable, moi je pense qu'il faut les deux dans la vie, c'est-à-dire qu'il faut un côté statutaire, rareté, etc., expertise qui permet de vendre, de mieux se vendre, d'obtenir des choses et tout ça. Et il faut en même temps travailler ce côté abordable pour pouvoir entrer en relation avec les gens, parce que la relation avec les autres, c'est ça qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs à travers le networking, à travers plein d'autres choses. Et du coup, ce diptyque là, c'est intéressant et il faut savoir quand faire l'un et quand faire l'autre pour pas se planter, parce que tu peux pas être par exemple familier avec un dirigeant et ensuite hyper statutaire avec un stagiaire qui t'envoie un message sur LinkedIn. Ok, bah justement, creusons un petit peu sur ça. Comment tu trouves le bon équilibre entre justement la simplicité et la stature? Parce que là où je te rejoins complètement, c'est qu'à un moment donné, quand on devient manager en entreprise, on n'a pas forcément conscience qu'on devient une figure d'autorité et pour les autres. Donc, il faut savoir respecter ça parce que les gens ont besoin d'autorité et ont besoin d'une figure un peu plus statutaire, comme tu disais. Mais on a besoin de communiquer en simplicité. Mm. Alors écoute, moi, mon style de management, c'est pas du tout un style autoritaire, hein. Je suis quand même de nature quelqu'un plutôt orienté sur la collaboration, la délégation. Tu sais, il y a plusieurs cadrans managériaux, mais donc ça, c'est plutôt mes modes. Donc j'avoue que j'ai toujours managé comme ça, plutôt avec simplicité et pas trop d'autorité, en associant les gens. Donc, et ça, je l'ai renforcé en fait derrière, en construisant mon podcast et tout ça, et en comprenant la logique de communauté. Et je pense que ça, c'est un point clé pour les managers de demain. C'est que finalement, maintenant, on manage plus que des équipes, on manage des communautés. Enfin, toutes les communautés. On a une communauté dans l'entreprise entre les employés, son équipe, ses clients, tous les stakeholders, un peu les parties prenantes. Et en fait, moi, quand j'ai compris ça comment? Quand je suis passée de manager des opérations, tu vois, j'étais directrice régionale à la Poste, à directrice nationale chez Sixt, mais j'étais plus responsable directement de tout le réseau, les 600 personnes. J'étais responsable d'une équipe de 10, mais on était manager transverse de tout ce monde. On devait faire bouger les 600 personnes sans être leur manager direct. Et en fait, ce management transverse, il est super intéressant. C'est du management d'influence. En gros, on n'a plus l'autorité. Par contre, on a l'influence de faire bouger les gens. Et c'est là que j'ai tout compris à la logique de communauté, comment c'était important de les embarquer, d'être proche d'eux, de parler de leurs problèmes. En fait, tout ça s'est croisé. Et bien sûr, avec on va dire, ma spécialité de carrière, qui est la vente, le commercial. Et finalement, c'est aussi la spécialité de ton podcast, entre autres, c'est de se dire qu'en fait, la vente, ça irrigue plein d'autres choses. Ça permet d'avoir une bonne carrière, ça permet d'être un bon manager et ça permet d'avoir plus d'influence sur toutes les sphères de sa vie. Ok. Eh ben, du coup, on va attaquer sur ce. Oula, il faut que je coupe absolument le. Excusez-nous, c'est l'inconvénient du direct. On va attaquer on va continuer sur ça, sur le management indirect et sur la façon d'influencer une communauté à l'intérieur d'une entreprise. Plus tard, on va essayer de parler aussi de comment de faire avancer sa carrière et de gérer un peu ces mécanismes politiques, etc. pour ceux qui sont intéressés pour progresser. Donc, aujourd'hui, si je reviens sur le management transverse et justement améliorer son influence dans une entreprise, au-delà du branding, peut-être, quels sont les piliers justement
de la réussite. Et comment on influence des communautés, justement, comme tu viens de nous expliquer? Alors déjà, je pense qu'il y a un shift de mentalité, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de comprendre que tout le monde est influenceur dans une entreprise. Et aujourd'hui, on a détaché l'influence du statut de manager. Tu sais, avant, il y avait que les chefs qui avaient le droit de chefer, quoi, et de décider. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde est influent. Ça se trouve, vous avez un mec dans votre boîte qui a 20 000 followers sur Twitch. Vous avez, je sais pas, un chef mais qui a aucune influence, et vous avez des leaders qui n'ont pas d'équipe à manager. Donc déjà, ça c'est hyper important. Quand tu le comprends, ça c'est permissif. Tu te dis, ok, moi aussi je peux à mon niveau influencer et avoir un impact. Et après, moi je vais te dire, j'ai rien inventé. J'avais lu quand j'ai été formée au début au management, j'ai été très très bien formée. D'ailleurs, je tiens à le dire parce que c'est pas du tout inné. Donc j'ai eu des grosses formations à la Poste parce que c'était dur. Tu vois, il y avait des organisations syndicales, des réorganisations, des braquages, des trucs durs. Donc j'ai appris à gérer tout ça grâce à des formateurs. Et un des formateurs m'avait recommandé, à l'époque j'avais 25 ans, de lire Influence et manipulation de Cialdini. Donc c'est un peu le bouquin de chevet des publicitaires, des politiques et tout ça. Et c'est trop bien, en fait. Et dans ce bouquin, il y a 6 principes et on peut les décortiquer vite fait. Enfin, je vais pas vous refaire le bouquin, promis, mais juste vous donner des applications concrètes. Et si tu veux, ces principes-là, quand tu les appliques, ça te permet tout de suite de sortir du lot par rapport à des gens qui essayent pas d'être influents. Et notamment, un des principes, le premier, c'est l'expertise, l'autorité. C'est ce qui fait que quand un médecin affiche ses diplômes de médecin dans son cabinet, les gens guérissent plus vite. Ben, c'est pareil dans une carrière. Si tu te présentes toujours plus petit que ce que t'es, si tu parles pas de ce que tu fais, si tu présentes jamais tes expertises, personne va te faire confiance. Donc, faut pas non plus exagérer, se voir plus gros que ce qu'on est, mais tu vois, publier du contenu un peu expert sur LinkedIn, se faire interviewer dans un podcast, ça c'est possible aujourd'hui. Et tu vois, je vois encore peu de salariés s'exprimer. Moi, je regrette toutes ces années que j'ai passé à voir LinkedIn comme un CV et à pas m'exprimer en tant qu'employé, alors que je suis sûre qu'il y aurait des choses qui auraient intéressé d'autres personnes. Bah, ce que je te raconte aujourd'hui, comment j'organisais mes déplacements professionnels, comment j'organisais mes réunions. Enfin voilà, ça aurait été trop cool. Et pareil, passer dans un podcast, tu disais, tu m'as entendu sur les héros de la vente, j'étais salariée, j'ai été contactée par Alexandre, mais je veux dire, vous pouvez vous faire connaître sur votre niche et puis parler dans un podcast. C'est moins verrouillé que la presse, quoi. Ouais. Je mets en pause les 6 points de Salvini. À la limite, c'est super que tu puisses nous les redonner parce que je pense que c'est un bouquin qui est connu au niveau des marketing et des copywriters, mais peut-être moins pour les ingénieurs ou les gens qui sont peut-être dans la vente pure et dure. Juste en aparté de ce que tu disais, moi, ça m'arrive encore d'interviewer des personnes et qui me disent « Ah mais attends, les gens dans mon entreprise, ils vont m'entendre ?» ou « Je vais en faire ». Et ça, on sent encore quand même une réticence à s'exposer. Ouais. Et le deuxième point, ce que tu disais, la naissance d'employés influenceurs, est-ce que ça génère pas aussi un peu de la jalousie du Oui. management au-dessus de gens justement qui ont trimé pour avoir le droit de prendre la parole et qui aujourd'hui se font peut-être déborder ou voient émerger des gens qui prennent le pouvoir, quoi. Ah ben complètement. C'est-à-dire que d'un côté, plus t'es visible et influent, plus t'attires de jalousie. Faut être prêt à ça. Moi, tu sais, si j'ai réussi, vous allez tous y arriver, hein, parce que moi, j'avais un gros syndrome de bon élève, et ça compte pour moi le regard des autres. Mais voilà, faut se dire que déjà, les gens ils bitcheront sur vous, mais sans que vous soyez dans la même pièce. Donc à la limite, dormez tranquille. Et puis surtout, faut penser long terme dans une carrière. Tu vois, qu'est-ce qui va te permettre de t'éclater dans la vie? Bah, c'est plus simple de s'éclater dans la vie quand on peut écrire des articles, passer dans des podcasts, obtenir un meilleur job, ce genre de choses, plutôt que de rester dans son coin à avoir peur du jugement des autres. Donc bon, moi j'ai envie de dire next. Tout le monde s'expose, tout le monde montre son chat, sa bouffe, ses trucs sur Instagram. C'est devenu une nouvelle normalité. Donc voilà. Et puis on peut le faire sur LinkedIn sans exagération. Moi j'ai jamais eu de haters par exemple, tu vois. Donc je m'expose, mais ça reste quand même soft et corporate, et voilà, ça m'empêche pas d'avoir du lien avec les gens. Donc voilà, c'est ce qui fait de LinkedIn d'ailleurs un réseau social aujourd'hui qui est en train d'exploser, c'est que les gens s'y retrouvent pour faire de la communauté, du social, partager du contenu qualitatif. Mais même aujourd'hui, le contenu qualitatif commence à s'effacer et laisser la place à du contenu vraiment plus personnel. Et c'est ce qui en fait encore un réseau social hyper intéressant par rapport à d'autres, je trouve, moi. Ouais, et puis de toute façon, on sait que dans la vente, dans le management, etc., si on manage pas
avec les émotions. Si on vend pas avec les émotions, on vend pas en fait. Tu vois, les gens ils vont pas changer d'attitude, s'embarquer dans un nouveau plan stratégique sans être un peu ému. Donc voilà, se mettre à nu, je pense que c'est une nécessité. Et pour la petite anecdote, pendant le confinement chez Sixt, c'était quand même la grosse galère le premier confinement. Quand tu loues des bagnoles et que tout le monde est confiné, je te dis pas la cata. On a beaucoup investi LinkedIn. J'ai formé les managers à faire un peu de social selling. Et en fait, le fait d'aller sur LinkedIn à ce moment-là, les gens, ils voyaient passer un de mes posts sur un sujet rien à voir sur mon podcast. Ils m'envoyaient un message privé. Coucou, comment ça va? J'ai écouté ton épisode. Donc en fait, ça a créé du lien que j'aurais sans doute pas créé d'un point de vue stricto sensu professionnel. Donc voilà, faut se dire aussi que derrière les mauvais côtés, tu vas aussi avoir des à côté super sympas. Quand tu dis te mettre à nu, tu te fixes des limites, toi, personnelles? Oui, bah moi, tu sais, après, je suis un peu un profil. Moi, j'aime bien apprendre des choses. Donc, je suis plus de nature à partager des apprentissages que de faire des storytelling dans tous les sens pour faire pleurer dans les chaumières. Mais donc voilà, c'est un peu ça ma limite, c'est que je me dis que je relis le truc, que j'en ai pas honte dans 3 ans, quoi. En gros, moi, je cède pas au mode juste pour, tu vois, juste pour la fame. J'ai quand même un objectif long terme qui est de m'exprimer sur mes sujets de direction d'entreprise. Et je pense que ça nécessite certes un peu de storytelling, mais surtout du fond. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai appelé ça le board aussi, le board, parce que là encore, on retrouve un peu le côté statutaire, mais voilà, c'est quand tu es direct dans la direction d'entreprise, tu es tout seul et il faut t'entourer des bons conseillers pour un peu des advisors qui vont t'aider. Et moi, je reçois des experts aussi toutes les semaines à mon micro, je reçois pas n'importe qui. Voilà, je veux qu'il y ait à la fois du fun, mais quand même du fond. Ok, donc le jour où tu m'appelles pour passer dans ton podcast, oh là là, ça veut dire que j'ai touché j'ai touché le plafond. Mais bien sûr qu'on va enregistrer ça et tu vas venir nous parler de vente parce que c'est un sujet hyper critique pour plein de gens. Enfin, je pense tous ceux qui nous écoutent, mais aussi les dirigeants. Ah bah moi je repars sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'autorité. L'autorité c'est ses diplômes, c'est aussi son expérience. Et parfois les gens me disent mais en fait pourquoi tu fais ça? À qui t'apprends? Je dis mais il y a toujours des gens qui ont besoin d'apprendre de toi. Et tu trouveras toujours des gens avec un niveau de connaissance inférieur au tien qui seront intéressés pour prendre de ton expérience. Donc ça rejoint ce que tu disais par rapport à la peur de ne pas être légitime. Il faut se lancer parce que si vous avez de l'expertise à partager, même petite, il y aura toujours quelqu'un qui sera moins expert que vous et qui va assimiler ça. Et puis, sans condescendance aucune, même sans juger le niveau de l'autre, je veux dire, quand tu te coltines un article de Harvard Business Review de 4 pages sur un sujet qui te passionne et que tu dis « voilà ce que j'ai appris dans cet article », forcément, ça intéressera quelqu'un qui n'aura pas eu 1 heure de train devant lui pour lire l'article. Tu vois, donc détendez-vous, on a tous des choses à passer. Moi, des fois, j'envoyais par mail au PDG un article qui m'avait plu. Et du coup, ça m'enchaîne sur le deuxième un peu principe de Cialdini. Je faisais pas vraiment exprès, mais j'ai compris après. C'est la réciprocité. C'est-à-dire quand tu donnes des choses aux gens, ben, ils te sont redevables. Alors, attention, ça peut être utilisé pour te manipuler. Ça, c'est quand on a un mauvais fond, quoi. Mais pour t'influencer, c'est la même technique, sauf qu'on veut ton bien. Et donc, si tu veux, moi, à force de donner des idées comme ça, gratos, à droite, à gauche, à tous les départements, à plusieurs services, à plusieurs collègues, même parfois mes ennemis, je me disais, bon, voilà, ok, je donne mes idées parce que de toute façon, c'est pour la boîte. Mais au final, ça me valait quand même un peu de réciprocité. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie de me faire un sale coup derrière, tu vois, ou alors on y réfléchissait à 2 fois. Donc ça, c'est un super principe pour de carrière aussi. C'est qu'en fait, avancer en protégeant tout le temps ses arrières, en se disant si je donne ça, quelqu'un va me piquer l'idée ou lui il va machin. En fait, c'est une fausse bonne idée. Et tu sais, un jour à la poste, quelqu'un m'avait dit, j'avais adoré, parce que c'est dur quand t'es créatif et qu'on te pique tes idées, ça fait toujours un peu chier quand même. Tu vois ce que je veux dire? T'as un peu, surtout en plus, bon, il y a plein de phénomènes dans l'entreprise, mais tu sais, quand t'as un sale manager qui s'accapare tes trucs, moi ça m'est jamais arrivé, mais c'est arrivé à plein de potes à moi et c'est horrible. Mais la personne me dit, tu sais Flavie, une idée, elle est bonne, elle devient bonne quand ton nom s'efface de l'idée. Et en fait, ça m'a fait vachement réfléchir parce qu'elle a trop raison. Parce que si ça reste à propriété de ton idée, pourquoi les autres, ils iraient faire l'impresario de ta propre fame, de ta propre carrière? Si vous avez vraiment une bonne idée, faut la mettre au service du collectif et du coup, ça veut dire effacer un peu votre nom dessus. Mais quelque part, les gens, ils sauront quand même d'où ça vient et vous aurez ça pour vous intellectuellement d'avoir contribué. Et ça me fait penser à un truc, c'est que tu emploies le mot de collectif.
Et ce que j'ai remarqué des gens qui atteignent un certain niveau de responsabilité dans l'entreprise, même un niveau COMEX, c'est des gens qui sont capables justement de mettre le collectif en priorité par rapport à leur personne. Et c'est pour ça que c'est pas toujours les meilleurs c'est pas toujours le meilleur manager ou les meilleurs sales ou les meilleurs dans leur domaine qui atteignent. Mais c'est des gens qui sont capables justement de s'effacer pour laisser donner la priorité à la boîte, à la survie de la boîte, au bien-être de la boîte et au collectif. Non. Bah, de toute façon, c'est un mécanisme de survie parce que quand tu manages des gens, tu te rends bien compte que si tu leur rends pas de la reconnaissance, tu vois, de la réussite et tout ça, ils vont pas bosser pour toi. Les mecs sont pas idiots. Enfin, moi, si je bosse pour un chef qui s'accapare tous mes trucs, je vais arrêter de bosser pour lui. Donc, voilà. Faut mettre en avant son équipe. Ça, c'est le principe de base du manager. Et du coup, bah, appliquer à l'entreprise, c'est facile. Après, tu te dis, bah, ok, je vais faire un effort. Je vais essayer plutôt de parler des autres, du collectif, etc., plutôt que de parler de moi. Et de toute façon, c'est un comportement encore assez rare, surtout chez les managers en France, qui ont quand même un peu tendance à des fois se ramener la couverture à soi et tout. Donc voilà, ça permet aussi de se démarquer. Donc c'est pas non plus complètement gratuit, tu vois. Ouais, complètement. Mais et même c'est même des fois complètement bullshit. Enfin, je veux dire, quand on voit dans les grandes sociétés, non, mais c'est vrai, les mecs, ils ont un ego aussi gros que Mars et en fait, ils ont un discours policé et en fait, ils parlent tout le temps d'équipe, ouais, l'équipe, machin Ouais. truc. Mais en fait, c'est eux qui ont l'ego le plus gros. Et puis, quand il faut vraiment s'effacer et donner aux autres, il n'y a plus personne, quoi. Ouais, alors c'est pour ça faut pas tomber non plus dans cet excès, parce qu'on est aussi dans le royaume de l'exposition et donc de la transparence. Donc derrière, t'es pas à l'abri que si tu fais ton malin sur LinkedIn, oui, l'équipe, blablabla, alors qu'en fait, t'as un ego démesuré, insupportable, ton équipe, enfin, je vais pas dire ton équipe, mais en tout cas plus tard, elle te clash ou elle te semi-clash un peu silencieusement sur les réseaux sociaux en disant n'allez pas bosser avec un tel ou un tel. Ouais. Donc voilà, moi je trouve que ça remet les compteurs aussi à zéro. Certains comportements, grâce à ça, ne resteront pas impunis. Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. Ok, les justiciers de LinkedIn. On va monter un groupe. On enchaîne sur le point 3, si Ouais. Alors si t'as après, gardé le fil. ouais, écoute, après, bon, rapidement, les autres principes, c'est la rareté. Donc, si elle dit ni, alors c'est pas facile parce que rareté, ça veut dire en gros se faire désirer, parce que les gens veulent plus de quelque chose qui est rare. Mais comme en même temps on veut être visible, tu vas me dire c'est contradictoire. Mais il y a des façons de faire ça. J'avais entendu un super exemple, un gars Bah, dans une. vas-y, excuse-moi. Vas-y. Bah Non, non, bah, je te disais, la rareté, c'est aussi savoir se rendre indispensable. Moi, j'ai remarqué que les gens qui font longue vie dans une entreprise, c'est ceux qui se sont d'une certaine manière rendus indispensables par leur expertise. mm. Donc, bien sûr, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'il faut pas s'exprimer sur tous les sujets tout le temps. Mhm. Sinon, tu deviens pénible en fait. Et Je rigole parce que... Bon, pourquoi? non, mais ça me fait penser à quelqu'un avec des lunettes et une barbe. Mais... Et après, donc j'avais une astuce que j'avais trouvée pas mal. Il y a un mec, directeur de l'innovation, qui avait fait ça. Il avait fait une newsletter et il avait appelé ça, je crois, par le trou de la serrure, un truc comme ça. Et en fait, il avait dit, c'est un truc un peu privé. J'abonne que ceux qui sont des dirigeants un peu à la pointe de l'innovation, qui veulent connaître les trucs avant tout le monde. Donc, si ça vous dit, je vous inscris. Sinon, vous en êtes pas. Et bien en fait, quand il fait ça, il crée une rareté, en fait, il crée un truc irrésistible. Donc ça peut être une idée. Ou alors une troisième idée, c'est pareil, c'est la rareté, c'est aussi en dire peu, faire des teasers, tu vois, intéresser les gens et ensuite se taire. Parce qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui parlent pendant trop longtemps, c'est chiant. Demander un rendez-vous d'1 heure à un dirigeant, mais t'es malade ou quoi? C'est trop long, 1 heure dans son temps. Un rendez-vous de 5 minutes, 10 minutes, ça suffit. Envoyer un teaser par email. J'ai une idée pour exploser les chiffres du Q4. On en parle au déjeuner, point. Ça suffit. C'est pas la peine d'envoyer 50 slides, voilà. Et ça, c'est un défaut que je vois souvent, que j'ai eu moi-même, hein, Madame Parfaite, de vouloir envoyer trop de trucs. Et ça marche pas avec les top dirigeants. Non, mais en fait, c'est un super point parce que là, en fait, en gros, tu teases en réunion une idée que tu peux avoir. Si ça mord, si ton responsable, ton CEO, ton n'importe quoi va être intéressé, il va revenir vers toi de toute façon pour peut-être lui expliquer en privé, ce qui va lui permettre déjà toi de protéger un peu ton idée, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vas protéger ton idée, tu vas pouvoir te mettre un petit peu en avant en one-to-one et pas forcément en plénière où tout le monde va dire, encore une fois, comme tu disais, monsieur ou madame, je sais tout. Ok, ouais, c'est un bon point. En fait, j'adore ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire de nous appliquer ces principes de copywriting ou de marketing à ta propre personne pour te distinguer à l'intérieur de l'entreprise.
Bah après, c'est comme tout, tu vois. Les gens qui lisent des concepts et qui essayent de les appliquer dans leur vie pro pour progresser, il y en a pas tant que ça. Donc en fait, ça va vite de faire la diff, tu vois. Je veux dire, en vrai, il y a plein de gens qui se plaignent, mais qui ouvrent pas un bouquin pour apprendre à écrire des meilleurs emails ou mieux négocier leur salaire. Donc voilà, bon, parenthèse refermée. Non, mais moi j'adore ce que tu dis parce que tu vois, par rapport au management, je prends rien que le management, les gens pensent que c'est inné et que ça s'apprend tout seul, ou alors quand ça fonctionne pas, c'est les premiers à venir pleurer. Et surtout dans les petites organisations, je pense. Allez, on va dire, allez, je prends un exemple, un commerce de proximité où il y a 5 employés et les gens disent ça fonctionne jamais. Je dis mais vous vous formez au management, en formation continue, non. Bah non. Et donc voilà, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que à un moment donné, Ouais, mais il n'y a sans pas de... pour rebondir sur la formation, tout ce que je donne là comme conseil, si t'as pas de fonds, ça marche pas. Donc moi, faut quand même, toi, tu me connais un peu, au moins par LinkedIn et tout ça. Tu sais que je consacre beaucoup de temps à me former, c'est-à-dire à me former ou à essayer de m'améliorer. Franchement, je pense que c'est minimum 20% de mon temps. Je le consacre à apprendre à lire, écouter des podcasts, rencontrer des gens pour déjeuner, demander à Bidule comment il fait tel truc. Et je l'ai toujours fait, même quand j'étais salariée. Au point que des fois, ça m'a valu un peu des réflexions, genre ah mais qu'est-ce que vous faites de vos soirées, quoi. Genre comme si j'étais une pauvre meuf, quoi, qui lisait Harvard Business Review au lieu de Netflixer. Alors je Netflix aussi, mais je veux dire, franchement, je passe du temps à ça, donc c'est ça aussi qui fait la diff. Et après, par contre, voilà, il y a un moyen de communiquer qui peut aider. Et alors, du coup, pour terminer, comme ça, je vous lâche la grappe avec Cialdini, et si vous avez envie de le lire, il y a encore plein d'exemples bien. La théorie de l'engagement, c'est dire que bon, les gens, ils vont être plus engagés avec toi si tu leur demandes d'abord une mini-action avant de leur demander un gros truc. Donc, par exemple, moi, on m'avait appris chaque année à aller voir toutes les fonctions support, mes collègues dans l'entreprise, et à faire un point avec eux pour se fixer ensemble au moins un objectif commun pour l'année. Parce que tu sais, des fois, tu te frites avec les autres fonctions. Le marketing est contre les vendeurs, la vente est contre la comptabilité et tout. Donc ça, c'est infernal. Donc voilà, allez voir les gens et essayez d'avoir un petit objectif avec eux, un petit point commun. Et ça facilite vachement les relations. Et souvent, dans une boîte, ce qui fait aussi une carrière, c'est pas que ce que ton manager pense de toi, mais plutôt aussi ce que tous les autres pensent de toi. Je sais pas si tu as déjà fait cette expérience-là. Bah oui, ça me parle en fait. T'as beau, s'il y a que ton manager qui te voit d'une façon ultra positive, mais que t'as sans aller jusqu'à dire que t'as une sale réputation, mais que finalement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si t'as pas embarqué les autres avec toi avant, si tu les as pas fait participer entre guillemets à ton succès, s'ils se sentent un peu peut-être jaloux ou que toi finalement t'as l'impression d'être bon, mais en fait t'es pas synchronisé avec les autres. Donc Et du coup, pour en fait, tu cours tout seul dans une direction et à la fin, ça crée de la frustration. Alors que... Et c'est clair. Et pour un profil cartésien comme un ingénieur ou une ingénieure, c'est très difficile de ça parce qu'on se dit toujours, attends, je suis expert, je fais bien mon taf déjà, c'est déjà pas mal par rapport à plein d'autres gens. Pourquoi les autres ne me reconnaissent pas à ma juste valeur et tout? Bah, c'est parce qu'on fait pas assez de relationnel. Et moi, je dis on parce que je me sens très ingénieur dans ce style. Avant d'être un peu dans l'influence, j'étais très en fait boulot, business. Et du coup, je passais jamais de temps à la machine à café, j'allais pas voir mes autres collègues, voilà. Jusqu'à ce qu'on me fasse remarquer, qu'on me dise Flavie, bah vous êtes pas très pote avec les autres du comité de direction, quoi. Et ça, c'est pas bien, parce qu'en fait, quelque part, même si vous apportez de la valeur, comme vous le ferez pas bien passer aux autres et tout, vous allez pas faire clan et ça va pas marcher. Et c'était une super remarque. Et du coup, ça m'a inspiré que voilà, quand on est dans l'entreprise, faut pas oublier de manager, bon, son manager bien sûr, ses équipes évidemment, ça on y pense, mais manager aussi ses collatéraux, donc ses potes, ses collègues, les gens des autres directions. Et si on les oublie, si on passe pas de temps avec eux, on rate un truc. Ok, super important. Et puis allez, pour finir, 2 petits derniers, c'est affinité et consensus. Affinité, c'est on a plus de plaisir à travailler avec les gens qui nous ressemblent. Donc malheureusement, c'est cause de beaucoup de biais, mais disons qu'on peut en profiter aussi. Moi, je disais à une pote, je l'adore, mais je trouve qu'elle fait une erreur sur ce point. Elle me dit, moi, je suis tellement débordée que je mange tous les jours à mon ordi. Et je lui dis, écoute, je suis désolée, à ton niveau de poste, personne mange devant son ordinateur. Tous les membres du COMEX, ils sont en train de bouffer à l'extérieur, à des repas d'affaires, etc. Donc, l'image que tu renvoies, c'est que t'es comme le stagios qui a pas le temps, qui mange entre midi et deux, vite fait, etc. Donc, je dis pas que enfin voilà, en gros, quand tu ressembles pas aux autres, ils vont un peu ça va être moins facile de bosser avec eux. Donc, si tu veux être un futur big boss, avoir de l'influence, entrer dans un comex, etc., faut un peu se comporter
comme eux. Enfin, dans les meilleurs aspects, j'ai pas dit de prendre aussi les mauvais côtés. Voilà, pour un peu dire, on est du même monde. Comme quand tu es avec tes clients, que tu t'adaptes à eux, le fameux mimicking, c'est-à-dire un peu imiter. Je suis très fort en vieille phrase, mais quand tu vas à Rome, habille-toi comme les Romains, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Non, mais sans effacer ta personnalité derrière, mais les gens, ils seront toujours intéressés que tu viennes de parler de ton hobby et des choses comme ça, mais effectivement, en termes de comportement, et c'est valable aussi dans la vente, c'est-à-dire on retrouve aussi des choses, rentre en synchronisation avec ton client. Ton client, il met un polo, va mettre un polo. Ton client, il met un costard cravate, met un costard cravate. En fonction des différentes cultures. Enfin, je sais pas, c'est du bon sens, mais c'est important de le dire parce qu'on a toujours les gens, non, mais moi, je suis un rebelle, je vais pas faire comme les autres, etc., etc. Finalement, comme tu dis, c'est pas que les autres, c'est pas une question de rentrer dans le moule, c'est une question qu'effectivement, par rapport à, les gens vont avoir des appréhensions, ils vont se dire, ils vont avoir peur, lui, pourquoi il est différent, et ça, c'est un peu l'effet du groupe, mais. Donc, faut bien repérer les codes, faut les employer, et après, une fois que tu les maîtrises, tu peux te permettre des tout petits glitches qui vont justement faire ressortir ta personnalité, et ça, c'est cool. Et donc, pour finir, le consensus, c'est quand on sait pas quoi faire, on regarde ce que les autres font. Et c'est la fameuse preuve sociale, et ça marche super bien en entreprise aussi. Et un truc, voilà, pour revenir sur LinkedIn, qui marcherait très bien, c'est quand on te fait des recommandations sur LinkedIn, quand plein d'autres gens sur LinkedIn que ceux des gens de ta boîte disent que t'es formidable, en fait, ça va avoir un impact aussi en interne. C'est-à-dire qu'en interne, on va te trouver mieux si en externe, on te trouve cool, tu vois. Et donc, si tu t'entends bien avec des clients, si tu as un gros réseau d'influence sur des réseaux sociaux, si tu as plein de potes, si tu network et tout ça, tu vas automatiquement, la preuve sociale externe va se transposer dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça que je dis aussi aux salariés, attention, ne restez pas que dans votre boîte, dans votre cantine, dans votre open space, sortez. Parce que c'est pas du temps perdu, ça vous sera utile aussi pour développer votre aura, développer votre influence aussi en interne. Ok, c'est super. Laure, je tourne, on est aujourd'hui, on est un petit peu short en timing, mais c'est pas grave. Je vais te poser juste encore 2 questions. Justement, on préparait l'épisode, là, la petite intro, tu me disais, moi, j'utilise mon expérience que j'ai eue en Comex pour maintenant, en tant qu'indépendante, solopreneuse, savoir parler à un Comex. Donc du coup, est-ce que tu peux nous donner 2-3 trucs? Comment on parle à un membre de Comex? Comment on parle à un C-level quand on va prospecter directement des gens de ce niveau-là? Eh ben, écoute, super question. Alors, premier truc, les gens, ils ont pas le temps. Hein, c'est sûr, la denrée la plus rare pour eux, c'est le temps. Donc, des rendez-vous d'1 heure, je dis c'est impossible. Moi, je fais des rendez-vous de 15 minutes. Ça passe, parce que 15 minutes, on se dit, bon, ça va, je peux lui accorder 15 minutes. Du coup, les gens sont plus ponctuels. S'ils sont pas connectés à 1 ou 2 minutes du début, je leur envoie un petit mail, on se connecte. Et en fait, en 15 minutes, on a le temps de se dire beaucoup de choses, hein, quand on va droit au but. Par contre, on commence pas par se présenter pendant 3 heures. Donc ensuite, quelque part, on est un peu moins poli. Ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais tu vois, un big boss, il écrit pas ses mails en disant je me permets de vous écrire pour avoir l'amabilité de vous demander, de me demander pardon d'exister, et donc j'aimerais bien que vous fassiez ça. Il va direct, il va dire pour action, s'il vous plaît, point, avec le truc à faire, tu vois. Alors je te dis pas d'agresser comme ça les dirigeants, mais je pense qu'il faut pas trop dire merci, pas trop d'embâge, pas trop de trucs. Donc moi sur LinkedIn par exemple, c'est bonjour prénom. Je fais pas de message automatique, hein, mais c'est personnalisé. J'ai vu passer ça, je me posais telle question. Qu'est-ce que vous en pensez? Je signe pas, je mets pas cordialement, je mets pas pardon ni merci, tu vois. Et mine de rien, ça fait qu'on est un peu pas dans le même monde, mais en tout cas, oui, on est orienté efficacité. Et enfin, voilà, efficacité. Pensez à lui, dites-lui tout de suite qu'est-ce qu'il va en retirer. C'est des gens qui sont souvent sur un cadran time is money, le temps c'est de l'argent, efficace. Donc il faut dire, on passe 10 minutes ensemble et vous verrez si ça vaut le coup d'investir, ou sinon on se parle plus jamais, quoi. Voilà. Et un point, moi, qui me paraissait essentiel quand on s'adresse à un C-level, c'est d'avoir fait un petit peu ses devoirs avant, d'avoir été un peu travaillé, comprendre des informations au sein de son entreprise, ou tu demandes dans les secteurs qu'on vise, pour pouvoir lui amener de l'insight. C'est-à-dire que quand on prend le contact avec lui dire, bon, j'ai échangé avec plusieurs membres de votre société, je sais que là, au niveau communication LinkedIn, c'est la cata. Voilà, je viens vous voir parce que j'ai fait des devoirs, quoi.
Trop bien ça. Ben, bien sûr. En gros, tu te présentes comme limite un journaliste ou un expert qui va lui apporter des trucs qu'il connaissait pas, apporter des choses à sa connaissance. Mais en tout cas, allez-y parce que ces gens-là, c'est eux qui gèrent en direct aussi souvent leur LinkedIn. Enfin, quand ils s'y intéressent. Du coup, on peut les avoir, on peut leur parler là, alors que des fois, faut voir leur assistante pour leur parler dans la vraie vie, tu vois. Alors, ouais, c'est peut-être vrai. Moi, j'ai contacté pas mal de gens dans des très très grosses boîtes, des VP, des trucs. Et en fait, je pense que la messagerie LinkedIn, ça marche pas terrible parce que je pense que c'est géré par des communicants, en fait, pour le coup. Ouais. Mais bon, après, c'est pas une généralité. Ou peut-être j'étais de mauvais, hein. Pour un vendeur, ça la fout mal. Mais Non, c'est mais comme ça. ça, Ouais. ça dépend des gens, hein. Faut pas, tout le monde passe pas sa vie sur Ok. LinkedIn non plus. Dernière question. C'est quoi ton atout numéro un à toi? Ouah, la question surprise. Ah ouais, oui, mais moi, j'aime bien, moi. Tu croyais pas que tout Euh, allait être programmé à l'avance? Bah écoute, non, franchement, c'est la créativité, je Ouais. pense. C'était pas simple parce que tu vois, justement, quand tu bosses dans des trucs, c'est pas très créatif hein, d'être directeur Mm. des ventes. Hein. Franchement, on te demande de mettre du rouge, du vert, de la bâtonnite, de faire du reporting. Et en même temps, il y a de la place pour être plus créatif. Et du coup, moi, ça a été toujours mon point différenciant. C'est que je suis quelqu'un, certes, qui obtient du résultat, qui processe, qui fait les choses dans l'état de l'art, enfin, comme il faut. Mais par contre, j'ai toujours un peu la petite idée un peu dingo qui, allez, 80% ça marche pas, mais les 20% qui marchent, ça va faire la diff. Et du coup, t'es pas timide de lâcher 80% de ce qui marche pas. Tu poses quand même les idées, tu les donnes, tu les envoies. T'as réussi à mettre ça de côté un petit peu, cette timidité qui... Bah, en fait, je suis pas timide dans le sens où quand tu es créatif, tu as des idées tout le Mm. temps. Du coup, tu sais qu'il y en aura des bonnes et des moins bonnes. Et c'est ce que je disais à mon équipe aussi, je dis on tente et on verra après quoi, tout marchera pas et voilà. Et je pense le côté un peu droit à l'erreur, tenter, prendre des risques, faire un environnement safe où on peut rigoler aussi des échecs plutôt que ça soit la grosse cata. Je pense que ça m'a aidé aussi à relativiser mes propres échecs et tout. Donc voilà, j'ai pas fait de psychanalyse là-dessus, mais je pense qu'en gros, gamifier aussi le truc, tu vois, comme dans un jeu vidéo, en se disant, bah voilà, on essaye 10 fois, peut-être la 11e fois, ça va marcher. Et la vente aussi, qui quand même te permet de te prendre beaucoup de portes dans la figure et après de te dire, bon, bah, c'est pas si grave, la vie continue. Ça m'a aidé à me dire, allez, vas-y, tente cette idée, peut-être que ça va marcher. Voilà, donc là, et je vous conseille le podcast d'Enzo Cocci sur l'échec. J'adore ce podcast, il est vraiment excellent. Est-ce que j'ai oublié de te poser une question sur le sujet dont on a parlé? Ben non, mais si je peux rajouter un dernier truc, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est fixez-vous des objectifs aussi, tu vois, en termes de politique, d'influence, de carrière et tout. Dites-vous, je veux obtenir tant en plus sur mon salaire, j'ai envie de rencontrer ces 5 personnes, ou j'ai envie d'avoir 3000 personnes dans mon réseau LinkedIn pour, voilà. Moi, j'aime bien, ça c'est aussi dérivé des sales, mais voilà, se donner ses propres objectifs perso aussi, pas que ceux de la boîte. Ça permet aussi, tu vois, sur le long terme, de se dire, ah waouh, j'ai fait tout ça, c'est cool, ben, j'ai bien avancé, quoi. Et ça oblige à se poser un petit peu. Donc prenez le temps une fois par mois ou une fois par trimestre de vous réserver 20-30 minutes pour réfléchir à vos objectifs perso. Et c'est pas forcément quelque chose de péjoratif de planifier ou de se projeter un petit peu. Ça permet aussi voilà, de se calmer et de dire voilà, où c'est que je vais. Oula, c'est pas où je vais, pardon. C'est ta minute promo, Flavie. Tous les invités ont leur minute promo. Moi, j'adore voilà, je sais pas si tu le fais dans ton podcast, mais moi, je le fais. Je trouve que c'est bien rendre, pour remercier l'invité, bien lui rendre que de lui laisser un petit peu de temps. Donc, mais une minute, pas plus, hein. Non, mais écoute, hyper sympa. Je pense que je te prendrai même pas la minute. Ben, venez me voir sur LinkedIn, Flavie Prévost. Et voilà, si ça vous intéresse ce que je raconte, je parle d'entrepreneuriat, de podcast et de Web3. Et après, ça vous renverra vers un peu différents univers, mon podcast, notamment le board. Et voilà, venez me dire coucou, venez m'envoyer un petit message aussi, un petit message privé pour me dire, ah ben tiens, je t'ai entendu chez Mathieu, j'ai bien aimé telle ou telle chose. C'est comme ça qu'on développe son réseau aussi, qu'on fait connaissance. Donc, ça sera avec grand plaisir de faire votre connaissance. Super. Eh ben, je te remercie pour ton temps. Et ben, je crois que l'épisode, j'ai pas arrêté de prendre des notes, donc je le réécouterai avec plaisir et j'en ferai même un article de blog, tu vois. Je me suis noté, je me dis, voilà, il y a beaucoup trop de choses super intéressantes. Et bah, tous les élèves ingénieurs ou les jeunes ingénieurs en poste, ou même les plus anciens qui se sont dit, mince, comment je peux améliorer ma prestance et mon influence au sein de l'entreprise.
Vous allez voir, c'est un super épisode. Merci beaucoup Flavie. Merci Mathieu. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et si vous voulez passer dans l'émission, m'envoyer un email à contact@systemsales.fr. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.